Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Sonac. Nous sommes au CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et Nathalie Sonac est membre du CSA. Et nous allons discuter ensemble de différentes choses, du numérique, de la télévision, de la culture à la télévision. Et donc, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, ravi de vous retrouver sur La Ruche Média. Merci beaucoup, merci De de m'avoir pouvoir, invité. avec grand plaisir, parce qu'il y a des sujets, les sujets qui sont les vôtres m'intéressent beaucoup. Vous avez une formation et vous avez été professeur dans la communication, le numérique, quelque chose qui vous intéresse beaucoup, Oui. le rapport à la culture aussi. Et à La Ruche Média, on est un petit peu militant de ce côté-là et j'avais envie de vous poser des questions un peu en cette fin de saison audiovisuelle. Alors, d'abord sur la place du numérique, on est vraiment dans un virage extraordinaire. Au niveau de la télévision et du rapport à l'image. Comment on pourrait définir le mot numérique qui peut paraître parfois un peu sombre pour le téléspectateur? Alors c'est vrai que ce bouleversement concerne tous les secteurs d'activité, toute notre société et l'audiovisuel en fait évidemment partie. Ça fait environ une quinzaine d'années que grâce à Internet, on a une possibilité d'accéder finalement à du texte, à du son, à de l'image via un même récepteur au même endroit. Oui. Je peux consommer du contenu, du programme audiovisuel, de la musique, me lire un bouquin finalement où je veux, quand je veux Exactement. et au moment où je le veux. Et c'est une véritable révolution forcément parce qu'on constate que la numérisation, l'innovation technologique, le haut débit, la miniaturisation, tout ça fait partie finalement de ce qu'on appelle cette révolution numérique, cette possibilité d'accéder une fois encore quand je veux et où je veux à n'importe quel type de contenu, eh bien, est une véritable avancée, mais c'est en même temps, Oui, si j'ose dire, exactement. participe de la transformation, de la façon de fabriquer un programme, concernant une fois encore l'audiovisuel, de la façon de le diffuser, de la façon de le programmer, de la façon de le distribuer, de la façon de le produire. Donc on voit bien que finalement, toutes les étapes du processus de production, dans la chaîne de valeur, du réalisateur-auteur, de celui qui a l'idée au départ, au consommateur, lecteur, téléspectateur, eh bien, tout ça est bousculé totalement par ces innovations technologiques et par l'Internet, pour un terme utilisé, un terme générique. Oui, tout à fait. Et on se rend compte que la télévision doit aussi servir de vecteur d'information, de pédagogie pour expliquer justement ce qu'est le numérique, de voir aussi comment les femmes dans l'absolu peuvent s'approprier aussi le sujet. On a l'impression que c'est un sujet masculin, alors qu'en fait, on peut produire et créer et penser le numérique. Il n'y a pas de genre en fait. Comment la télévision peut s'approprier peut-être des petites pastilles ou des petits sujets pour expliquer et vulgariser ce qu'est vraiment l'outil numérique? Alors il y a plein de questions Oui, vous avez dans vu tout ce qu'il y a? dans votre plein de questions dans votre question. D'une part, bien évidemment, le numérique n'a pas de genre Ouais. et il n'y a pas de raison pour qu'il y ait plus d'hommes qui se l'approprient que les femmes. Et d'ailleurs, c'est absolument pas le cas. Ce qu'il risque d'avoir derrière, comme à chaque fois, c'est dès qu'il y a un langage d'ingénieur, dès qu'on parle de technique, dès Oui. qu'on parle de technologie, dès qu'on parle voire d'intelligence artificielle, alors c'est suffisamment scientifique et rigoureux pour que ce soit uniquement les hommes qui puissent se l'approprier, ou en tout cas qui seraient les premiers à être capables de se l'approprier. Donc ça, c'est première erreur à évidemment ne pas connaître. On a dit le numérique touche tout le monde dans la société, tous les secteurs d'activité, et touche bien évidemment les modalités des hommes et des femmes à s'approprier le numérique. Je pense que là, l'école a un rôle indispensable à jouer dans ce qu'on appelle l'éducation aux médias, et donc dont Internet en fait partie. Mais l'audiovisuel aussi, Oui, c'est l'un des vecteurs important. possibles, grâce à l'image, grâce à la capacité des journalistes à transmettre, donc c'est évidemment ce métier de transmettre et le beau métier des journalistes, et bien à transmettre de comment ça fonctionne, de comment se l'approprier. À l'université, on utilise le mot la littératie.
donc finalement qui est de l'éducation aux médias, c'est-à-dire comment chaque individu, on peut lui donner la capacité, l'apprentissage pour s'approprier finalement ce que peut être le champ du numérique. Mais une fois encore, ce mot utilisé est complètement galvaudé puisque le numérique, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que j'avais commencé notre entretien pour qu'on comprenne exactement quel est ce mot, parce qu'il y a un enjeu majeur qui va arriver là, et on y est déjà, c'est l'intelligence artificielle, vous en avez parlé tout à l'heure. On se rend compte qu'à l'école, par exemple, les jeunes filles, à partir peut-être de 12-13 ans, même si elles sont bonnes en mathématiques, vont dire c'est peut-être compliqué, c'est très masculin comme filière, je vais me diriger plutôt vers les lettres. Et on a besoin de femmes dans ce secteur. Donc il faut, voilà, justement, je voulais avoir votre avis sur cette idée de la femme et des mathématiques. Mais je crois que là, on vit une époque, si je veux dire, formidable. Donc l'on dit avant moi et bien avant moi, mais aujourd'hui, je le ressens comme tel, parce que le numérique est une véritable révolution. Et peut-être la première révolution qui me semble la plus importante, c'est celle qui donne la possibilité à tout à chacun de pouvoir s'exprimer. Et dans l'audiovisuel, tout le monde devient auteur. Dans le livre, dans l'édition, tout le monde devient là aussi auteur. Et tout le monde peut s'approprier, tout à chacun peut le faire. Donc c'est un instrument de démocratie extraordinaire, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer. Mon Dieu, combien de pays dans le monde n'ont pas cette capacité de pouvoir exprimer son avis. C'est en ce sens-là que le numérique est formidable. Maintenant, c'est un outil qui a ses codes, qui a sa technique, qui a son langage, qui a sa grammaire. Et c'est en ce sens que l'école, l'éducation et aussi la télévision peuvent jouer un rôle indispensable, important, pour l'acquisition de cet apprentissage et de ce savoir. Alors, le fait que les filles se posent la question, est-ce qu'il y a autocensure finalement? C'est votre question, y a-t-il autocensure? Moi, je crois qu'il y a les deux, malheureusement. Il y a à la fois une autocensure, mais l'autocensure vient d'une culture. Et malheureusement, on peut dire malheureusement, cela fait des décennies que l'on considère que la boxe, c'est pour les garçons, que les métiers d'ingénieur sont pour les garçons, et le métier d'aide, de service, d'assistant, eh bien, serait plutôt livré aux femmes. Enfin, en tout cas, serait plus livré aux femmes. Là, puisqu'on a plus de moyens de s'approprier, d'accéder à la connaissance, au savoir et de voir les autres, Internet participe de cette révolution parce que finalement, lorsqu'on consomme et lorsque les femmes, les filles, voient de nouveaux programmes, voient dans les réseaux sociaux que Charlotte fait quelque chose, que Sylvie fait de la boxe ou que Charline finalement fait du vélo, même si on peut penser que le cyclisme est ingénieur, ça donne envie. Et c'est en ce sens, ce sont des modèles. Et c'est en ce sens que la transformation est véritablement en marche, parce que ça donne à voir et elle voit. Et donc si elle voit, alors on s'interroge. Et c'est pour ça qu'on vit une époque formidable, parce que maintenant les interrogations, on les a. On se pose la question, mais pourquoi une femme ne pourrait pas être ingénieure? Ça fait bien des années qu'on se pose la question, mais aujourd'hui, on est capable de montrer, surtout, et on montre qu'il y a des femmes qui le sont. Alors c'est ça qui change. Parce que si bien d'autres femmes, et depuis Marie Curie et évidemment d'autres avant, ont été des exemples, il n'empêche, et c'est ce que j'adore dans l'univers des médias, parce que j'ai adoré ça à l'université, de pouvoir transmettre, mais les médias, c'est qu'on peut transmettre en masse, en grande quantité. Et les petites filles aujourd'hui voient des modèles via les réseaux Facebook, Donc Facebook y participe, Twitter y participe, Snapchat y participe. Et donc on se dit, tiens, en Afrique on peut faire ça. Tiens, j'ai vu une fille aux États-Unis. Tiens, en Chine j'ai vu ça. Et finalement, ces individus-là, vous et moi dans la rue, deviennent des modèles pour les petites filles et conduisent après les autres à s'interroger. Ah, mais finalement, si on peut se poser la question, c'est que c'est possible. Et là, il suffit maintenant, il n'y a plus qu'à, si j'ose dire, à organiser cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon de penser, et surtout de pouvoir transformer et renverser cette censure. Alors la censure qui était de l'autocensure pour les petites filles, mais aussi modifier de l'éducation, parce qu'on sait très bien, on le sait par de nombreuses études qui ont été réalisées en France, mais en Europe, on fait beaucoup d'analyses comparatives, et qui mettent en évidence que les professeurs eux-mêmes, mais forcément, puisque c'est leur culture, si on a les mêmes cultures, il y a un changement de mentalité. Mais avant ce changement de mentalité qui n'était pas encore en action, eh bien, on s'adressait différemment aux filles dans les cours de mathématiques. On s'adresse différemment aux garçons dans les cours de français. Et ça,
ces transformations se font. Aujourd'hui, beaucoup de neurosciences mettent en évidence, et l'intelligence artificielle est un des moyens de le mettre en évidence. On a fait beaucoup d'avancées scientifiques, techniques sur ces questions-là, qui montrent bien que le cerveau est totalement plastique. Et des études, j'ai entendu Madame Vidal lors d'un colloque, formidable chercheur en la matière, qui mettait en évidence une expérience où on rentrait un professeur rentrait dans une salle, dans une classe, s'adressait à l'ensemble des élèves, et puis on disait, la notice était la suivante, voilà, il y a un exercice de géométrie, en général les filles ont beaucoup de difficultés. Oui, j'aime. Et le résultat, mais c'était une expérience qui était faite, c'était fait exprès. Et donc le résultat, là, exactement, le résultat de cette expérience, c'est plus de 40% des filles étaient en échec sur l'exercice. Voilà. Même expérience faite dans une autre classe, mais donc, finalement qui disait la même chose, une trentaine d'élèves composés de garçons et de filles, et on leur disait, les filles réalisent beaucoup mieux cet exercice que les garçons. Eh bien, le taux d'échec était d'une 20%. Ce qui veut bien dire que la façon dont on vous parle, la façon dont on communique, la façon dont on vous adresse, on vous pose une question, eh bien, ça induit la réponse. Et moi, quand j'étais prof à l'université, que j'ai moi-même fait cette expérimentation-là, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait. Donc, une étudiante rentrait dans la salle, on passait un examen, je lui disais, un étudiant, c'était la même chose pour un garçon, mais j'ai testé 1 ou 2 fois pour voir le résultat, c'est patent. C'est effrayant d'ailleurs. Et donc, l'étudiant s'assoit et vous lui dites... Bonjour, l'examen commence dans 2 minutes, donc vous avez 1/4 d'heure pour résoudre telle question. Ça commence maintenant. En étant très sévère, la personne change de visage, se met à paniquer, il lui faut au moins 3-4 minutes pour se remettre dans l'axe et pour reprendre ses esprits. Et exactement un partiel à faire passer, la jeune fille ou le jeune homme rentre dans la salle et vous lui dites bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vous propose de passer l'examen, on va commencer dans 2-3 minutes, je vous laisse le temps de vous installer. La personne est 10 fois plus souple et finalement entre dans l'examen avec toute sa capacité, toute son potentialité. Donc on sait très bien qu'après il y a des jeux de rôle quand les gens sont plus adultes, mais chez les enfants, évidemment, cette perméabilité est essentielle. Et si vous avez un professeur qui d'avance vous dit que pour vous, ça sera une pierre d'achoppement et que vous allez avoir de grandes difficultés, y a pas, vous cassez la figure. Voilà, exactement. En fait, c'est assez simple. Donc, maintenant qu'on a compris, il faut agir autrement. En attendant, le numérique, l'intelligence artificielle, dans un sens plus générique du terme, sont véritablement des moyens, des outils qui sont à la disposition de tous, et notamment des pouvoirs publics, pour pouvoir participer à aider à changer les mentalités et à avancer, nous tous, dans ce sens où donner accès aux filles comme aux garçons à leurs capacités propres et à pouvoir les développer dans les meilleures conditions. Vous avez employé 2 mots tout à l'heure, une transformation en marche, donc on prend un peu le champ lexical, la rhétorique du gouvernement. J'ai envie de vous parler de la réforme de l'audiovisuel. Oui. Votre regard, l'idéal, vos souhaits par rapport à cette réforme. On dit souvent ici et là, la BBC à la française, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Est-ce qu'on peut aller à ce point-là dans la transformation? Alors, déjà, pour moi, la BBC, ce n'est pas spécialement un modèle dans la mesure où on prend des éléments qui fonctionnent bien au sein de la BBC pour les mettre en exergue et nous considérer que c'est un modèle. Alors oui, dans ces cas-là, si vous considérez que certains points de la BBC ils sont des formidables créateurs, c'est une chaîne d'une immense qualité. Maintenant, lorsque l'on compare la BBC et qu'on se dit la réforme de l'audiovisuel, c'est plutôt en termes de structure, de management et de réalisation de meilleures relations entre éditeurs et diffuseurs. Donc, à mon sens, il y a beaucoup de confusion. Puis, les Anglais sont quand même sortis de l'Europe. Donc, est-ce qu'on peut encore les considérer comme un modèle? Je ne suis pas sûre. Bon, c'est évidemment une plaisanterie. La réforme de l'audiovisuel, elle est effectivement, elle est sur la table, elle est extrêmement importante. Le CSA est vigilant puisque le CSA, de par la loi 86, est le garant de la liberté de communication. Donc nous avons évidemment une lourde responsabilité dans cette modification de la loi et essayer d'apporter au maximum nos réflexions, nos expériences dans nos relations que l'on peut avoir avec les éditeurs de chaînes, évidemment, que nous
rencontrons, qu'ils soient publics ou des chaînes gratuites, mais aussi avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit les auteurs que nous rencontrons, que ce soit les producteurs, bien entendu. On a réalisé de nombreuses études au sein du CSA sur la question du producteur, sur le tissu économique de la production audiovisuelle, sur le rôle qu'ils peuvent jouer, sur le type de modèle gagnant qu'on peut mettre là aussi en place, ou en tout cas les aider. Donc on connaît bien maintenant, au fil des ans, les volontés, les desiderata des téléspectateurs. Donc le CSA a véritablement un rôle à jouer, mais pas que. Il doit aussi, en tout cas cette réforme-là, il y a un rôle à jouer, c'est un premier point. Maintenant, dans cette réforme, évidemment, j'ai fait référence à la loi de 86, elle a 30 ans, donc elle doit complètement être dépoussiérée, si j'ose dire, c'est normal, il y a 30 ans, l'Internet n'existait pas, aujourd'hui toutes les chaînes de télévision ont des sites en ligne, les consommateurs sont tous armés d'un iPhone, en tout cas pour la plupart, et ils peuvent là encore accéder à des programmes audiovisuels, donc il y a plein d'éléments qui mettent en évidence qu'il faut que nous participions à cette transformation et qu'elle ait lieu et que le gouvernement mette en place tous les outils nécessaires à ce qu'on ait une loi qui soit en adéquation avec aujourd'hui notre quotidien, l'utilisation qu'on en fait, et puis aider aussi les diffuseurs nationaux ainsi que les producteurs nationaux à proposer des programmes de qualité pour que ceux-ci puissent être exportés, puisque c'est aussi un point essentiel de connaissance de notre société via les programmes audiovisuels à travers le monde. Justement, les programmes autour de la culture, c'est un endroit important. La culture, par exemple, stupéfiant, on est en fin de saison, donc bien sûr, ça se renégocie pour l'année prochaine ou pas. Moi, personnellement, j'aime cette émission. Elle fait 700 000 personnes chaque lundi soir. C'est quand même beaucoup pour une émission de culture assez pointue sur France 2. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y en a pas assez. Le mot culture fait un peu peur aux diffuseurs et aux producteurs. Comment les convaincre que c'est un lien social fondamental? Je pense qu'ils en sont convaincus. Après, c'est toujours pareil, ce sont les modalités de mise en place de ce qu'on appelle la culture. Ce qui sera de la culture pour vous ne sera peut-être pas pour moi. Il faut peut-être embrasser le terme culture de façon plus générique. Et vous avez raison, il fait peur parce qu'il y a une connotation un peu élitiste derrière la culture. Mais je pense que je pense pas, j'en suis certaine, les chaînes de télévision en ont parfaitement conscience, chacune de leur façon. Dans le cahier des charges de France Télévisions, il y a des obligations de production, en tout cas de mise à disposition, de diffusion de programmes culturels, mais les chaînes de télévision privées, dans certaines conventions qui sont signées avec le CSA, elles ont aussi des obligations de diffuser des programmes dits culturels. Alors, on pense particulièrement en général aux livres, les fameuses émissions de pivot qui étaient symboliques. Elle était symbolique parce que un peu unique, symbolique parce que importante aussi. On rentrait grâce à Bernard Pivot dans le milieu des auteurs, de l'écrivain, de la connaissance d'un ouvrage qu'il a voulu dire, donc c'était merveilleux. Aujourd'hui, d'autres émissions culturelles ne sont pas semblables à celle-ci. Non, François Bunel, par exemple. Je pense à Bunel, effectivement, La Grande Librairie, sont des émissions qui sont intéressantes. On peut effectivement toujours regretter qu'il n'y en a pas suffisamment, mais la télévision, c'est aussi plaire et attirer tout le monde. Et effectivement, certaines générations, certaines catégories de la population souhaiteraient en voir plus. On aimerait plus d'opéra, on aimerait plus de théâtre à la télévision. Mais finalement, la culture, le cirque, c'est de la culture, c'est de la culture populaire. Le divertissement, c'est aussi de la culture. Moi, j'entends la télévision comme du lien social, comme du vivre ensemble. Et c'est vraiment je dirais pas le dernier lieu parce que du coup ça fait dinosaure, mais c'est quand même le moment, les grands événements exactement qui ressemblent. On le voit sur le sport. Le sport est capable de fédérer des millions de téléspectateurs. Lorsqu'on regarde des émissions politiques, il n'y a qu'en France où il y a autant d'émissions politiques et c'est de la culture. C'est de la culture de notre société, c'est de la culture de notre histoire. Et il n'y a qu'en France, la BBC n'en fait pas autant que nous, par exemple. Exactement, mais je pense que là vous avez raison, c'est la bonne idée de voir tout sous le prisme de la culture pour pouvoir ne pas enfermer le mot culture dans l'opéra ou quelque chose d'un peu élitiste en disant que tout est culture, bien sûr. Bien sûr, et les musées le sont, mais là encore on a des grandes dimensions de patrimoine, d'architecture, de théâtre. C'est aussi notre culture française d'être élitiste et d'avoir une grande ambition en matière culturelle, mais si l'on veut
rassembler et si l'on souhaite s'adresser à tous, alors il faut qu'il y ait aussi de la diversité dans le sens culturel. Et je crois que les chaînes de télévision françaises sont quand même en ce sens de qualité. Oui, je suis totalement d'accord. La dernière petite question, c'est en effet le CSA s'est montré plus que médiateur, en tout cas très important dans la relation qu'il y a eu entre les diffuseurs et Free, les opérateurs, les différents opérateurs. Oui. Free vient de trouver un accord aussi, c'était le dernier récalcitrant, mais ça y est. Justement, le CSA a été très important dans cette affaire. Comment vous le bilan de tout ça? Parce que le CSA, dans les missions du CSA, il y a aussi la mission de médiation. Et donc, c'est quelque chose que l'on fait fréquemment. Alors, c'est plus ou moins un retentissement médiatique plus ou moins important, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude et que nous faisons fréquemment. Là, il s'avère que c'est vrai que Canal+, face aux opérateurs, eh bien, nous les avons entendus et nous leur avons demandé de régler le problème. Et finalement, lorsqu'on se met autour de la table, en tout cas moi j'en suis convaincue, lorsqu'on échange, lorsqu'on s'écoute, il y a toujours une solution. Tout à fait. Bon, bah c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir discuté avec La Ruche Média et moi-même sur ces sujets importants quand même. En fin de saison, on se pose plein de questions autour de la télévision. C'est un objet qui est aimé des Français. Donc à très bientôt sur La Ruche Média et à très bientôt Nathalie Sonac. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.